Merci. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je me félicite de pouvoir vous présenter aujourd'hui un texte qui fera beaucoup pour ouvrir dans les années qui viennent l'accès à la fonction d'élu local, en tout cas nous l'espérons. Cela fait longtemps que les élus ne ressemblent plus à la société française. Au cours des dernières années, la situation a même empiré chez les élus locaux. Le nombre de maires de moins de 40 ans a été divisé par 3 en 10 ans. Les femmes sont toujours largement absentes des exécutifs locaux et dans les villes moyennes, près de la moitié des maires sont issus de la fonction publique. Il était donc primordial de lever un certain nombre de blocages et de permettre à chaque citoyen de s'engager. Le premier enjeu, là où se joue en majeure partie l'exclusion d'un grand nombre de citoyens de la dynamique démocratique, c'est la capacité à être candidat, à se présenter à une élection. Faire campagne demande un engagement résolu et nécessite de prendre du temps, y compris au cours de sa journée de travail. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'étendre le congé électif pour les candidats aux élections dans les communes de 1000 habitants au moins, afin d'inciter davantage de candidats issus du salariat à se présenter aux élections de leur commune. Le deuxième enjeu, c'est celui des conditions dans lesquelles les élus locaux exercent leur mandat. Partant du même constat que pour le congé électif, nous avons décidé d'étendre le crédit d'heures aux conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants afin qu'ils puissent consacrer le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat sans sacrifier leur emploi. De même, en décidant de fixer par principe l'indemnité de l'élu local au niveau maximal prévu par la loi, nous clarifions la situation pour tous les élus qui s'impliquent souvent au détriment de leur carrière professionnelle. Enfin, pour être en capacité de prendre toute la mesure des dossiers qui sont, nous le savons bien, devenus de plus en plus complexes au fil du temps, nous avons décidé de créer un droit individuel à la formation, calqué sur le dispositif existant pour les salariés du privé. C'était là une demande forte des associations d'élus locaux que nous avons rencontrées avec mon collègue Philippe Gosselin lors des travaux de la mission d'information sur le statut de l'élu. Et je suis aujourd'hui satisfait d'avoir pu mener à bien cette réforme importante pour la qualité et l'efficacité de l'action politique locale. Le troisième enjeu pour les élus, c'est l'après-mandat, qui est source d'inquiétude, et là encore, chacun le comprend bien, d'abord pour les salariés du secteur privé. Nous apportons des réponses importantes avec tout d'abord l'extension du droit à la suspension du contrat de travail à la réintégration dans l'entreprise à la fin du mandat. Cette mesure concernera désormais les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, au lieu de 20 000 habitants précédemment, lorsqu'ils ont cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. Pour ces élus qui avaient quitté un emploi précaire et qui se retrouvent sans emploi à l'issue du mandat, nous avons également décidé d'allonger de 6 mois à 1 an le versement de l'allocation différentielle de fin de mandat. Le retour des élus locaux sur le marché du travail sera également mieux préparé grâce au système de validation des acquis de l'expérience que nous avions introduit dans le texte et qui est entré en vigueur pendant la navette parlementaire dans la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle. Cet ensemble de mesures permettra, je le crois, de lever les freins à l'engagement politique de bon nombre de citoyens qui n'auront plus à considérer l'exercice d'un mandat comme un sacrifice de carrière ou pire, comme un facteur d'exclusion du marché du travail. Nous avons voulu trouver, au travers de cette loi, un équilibre entre droits et devoirs. C'est pour cette raison que nous avons introduit en première lecture à l'Assemblée nationale la charte de l'élu local, ce texte qui rappelle les devoirs et les responsabilités des élus locaux et qui instaure un nouveau rite républicain. Enfin, dans cette loi, nous créons les conditions pour que les élus locaux puissent disposer du temps nécessaire pour exercer leur mandat. Il était donc logique d'exiger, en retour, une exemplarité en matière de présence des élus. L'obligation de présence dans les assemblées départementales et régionales, sous peine de retenue sur l'indemnité des élus, est donc désormais inscrite dans la loi. Il reviendra à chaque assemblée, en responsabilité, d'en déterminer les modalités. Si beaucoup de ces dispositions ont fait l'objet d'un consensus, tant au sein de cet hémicycle qu'avec nos collègues du Sénat, il nous restait cependant 5 points de divergence. À l'issue d'un dialogue efficace et constructif avec le rapporteur du Sénat, Bernard Sauget, nous sommes rapidement parvenus à une solution de compromis. C'est pourquoi le texte qui vous est soumis aujourd'hui reprend le texte que nous avions adopté en deuxième lecture, moyennant les compromis suivants. Une réécriture du premier point de la charte de l'élu local, le maintien du financement de l'allocation différentielle de fin de mandat
par la collectivité et non par les élus, l'adoption du dispositif de financement du droit individuel à la formation des élus tel que prévu par l'Assemblée, le principe de la modulation des indemnités des élus départementaux et régionaux en fonction de leur assiduité, enfin la suppression de toute modification de la définition du délit de prise illégale d'intérêt. Sur ce dernier point, je salue l'ouverture d'esprit du rapporteur et des sénateurs membres de la commission mixte paritaire qui a permis que ce sujet ne bloque pas l'ensemble des avancées proposées par la proposition de loi. En effet, ces dispositions permettront d'ouvrir de manière pratique l'exercice d'un mandat local à de nouvelles catégories de citoyens, notamment à tous ceux qui ont un emploi salarié, et de permettre à tous les élus de mieux exercer leurs responsabilités en réglant un certain nombre de problèmes qui existent aussi bien dans les communes rurales que dans les collectivités plus urbaines. Comme en deuxième lecture, j'espère que ce texte permettra ainsi l'expression d'un consensus républicain, aussi bien au sein de l'Assemblée nationale qu'entre les deux chambres. Il me semble cependant qu'un message important serait envoyé aux élus locaux et aux Français si ce texte, qui contribuera, je l'espère, à ouvrir largement l'accès à la fonction d'élu local, pouvait faire l'objet d'un vote à l'unanimité par l'ensemble de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, monsieur le